Et si, comme je veux mettre un peu de sel dans cette discussion, je vais peut-être essayer d'exagérer en partie pour animer une discussion suite. Charles-Étienne a dit beaucoup de choses très justes que j'aurais pu aussi dire. Je vais essayer d'en comprendre quelques-unes pour nous permettre d'entrer dans cette discussion. Effectivement, ONIC fait partie à Paris du FICEP parce qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir ONIC. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, nous, comme le FICEP, comme tu l'as bien rappelé, était là avant ONIC, et comme à Paris, contrairement à toutes les autres villes au monde, le nombre d'institutions et de centres culturels étrangers ne se limite pas du tout à l'Europe, mais il y a beaucoup d'autres institutions représentées. Donc dès le début, c'était un tout petit peu paradoxal parce qu'on a été appelé par ONIC de fonder un cluster ONIC sans avoir vraiment cette nécessité. Donc, et on a trouvé une sorte de compromis qu'on ait ensuite, à l'intérieur même du FICEP, créé ce groupe ONIC. Et si tu te rappelles comment ça s'est passé avec la nuit de la littérature, c'est un bon cas, parce que toi tu es arrivé, comme tu es, si je ne me trompe pas, parmi les inventeurs, non seulement à l'époque du FICEP, mais aussi de cette nuit de la littérature, qui est un projet ONIC qui se passe dans beaucoup de villes en Europe. Donc, d'après un principe assez simple, pendant une longue soirée, il y a une série de lectures, de rencontres avec des auteurs venant de pays différents. Et ce caractère événementiel, festival, permet bien entendu d'attirer un plus grand public. Bon, au début, tu l'avais conçu pour ici également un tout petit peu comme un projet ONIC. Et puis, au fur et à mesure qu'on a pas explosé, on a dit pourquoi se limiter à l'Europe? On n'a pas de raison de se limiter à l'Europe. C'est-à-dire, si nos amis égyptiens, latines et d'autres mexicains ont envie de participer à un tel projet, donc on n'en a pas besoin. C'est-à-dire les activités strictement uniques à Paris se sont limitées à une ou deux activités, dont une série de débats et de films, par exemple, autour de la question des Roms en Europe. Là, c'était un projet bien européen. Mais sinon, on intègre les activités uniques dans les activités FICEP et on a réussi également d'avoir cette représentation sur le site d'ONIC en tant que FICEP. Donc, la situation est assez claire. Il faut aussi rappeler, et ça c'est peut-être une exception, parce que aussi l'exception française fait que le FICEP est soutenu financièrement et par le ministère de la Culture aussi en France, et par la ville de Paris. Ce qui nous permet d'avoir un bureau fixe, donc une structure qui est un tout petit peu semblable à celle que vous avez à Bruxelles, mais qui nous permet aussi une certaine professionnalisation. Je vais juste vous rappeler peut-être les 4 événements phares du FICEP. En grande partie, vous les connaissez, pour ne pas être trop long. Donc, on a cette semaine des cultures étrangères, dans lesquelles se place ce débat, ici. Donc, vous avez vu de brochure, et j'ai encore eu ce matin l'honneur de pouvoir, dans un interview à la télévision Télé5 Monde, d'annoncer cette activité, et aussi nos activités linguistiques, donc à un public plus large que le public français, parce que c'est devenu aussi, c'est pour ça que je parlais du soutien de la France à cette structure, c'est aussi devenu un tout petit peu une sorte d'image, de marque pour la France, pour Paris, qui a cet esprit d'une très grande ouverture internationale, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans toutes les villes. J'étais par exemple avant sur poste à Amsterdam, et là, les administrations locales ont eu beaucoup de mal à reconnaître l'importance du travail des centres culturels. Donc c'est vraiment une exception française, l'exception culturelle française, parisienne. Ça fait partie de l'image de la France, de Paris, d'avoir cette énorme ouverture internationale. Et puis il y a un autre aspect qu'on ne peut que soutenir, malgré toutes les activités culturelles à Paris qu'on propose tous les soirs, tous les jours, il y a un public pour tout, c'est-à-dire on trouve un public. Tous ces centres-là qui font de la programmation intelligente trouvent leur public. Mais je voudrais maintenant peut-être, pour rappeler les événements, donc on a cette semaine des cultures étrangères qui consiste en deux temps, si vous voulez, c'est-à-dire on a chaque centre qui, autour d'une thématique choisie, fait sa propre programmation. Et puis on essaie toujours de choisir une thématique qui soit pas trop limitée, mais qui
donne quand même un profil à cette semaine. Cette année-là, c'est tous en scène, donc c'est le spectacle vivant et la discussion autour de cela qu'on a voulu promouvoir. L'année passée, nous nous sommes concentrés à la question du patrimoine, de l'architecture et du design. Donc c'est toujours un compromis entre une large programmation qu'on veut permettre et un thème qui limite un tout petit peu le champ d'intervention. Et deuxièmement, les événements comme ce soir ici, organisés en commun, on réfléchit avec des gens de la profession, avec un public sur des questions de culture. Voilà, comme on l'a fait d'ailleurs en début de semaine au centre Wallonie, d'ailleurs, où on a parlé de la mobilité des artistes en présence de plusieurs artistes. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, deuxième grand temps, c'est un événement organisé par une association qui, à un moment donné, est sortie du FICEF, mais on s'est rapproché de nouveau, on était toujours proches, mais là on est rapproché. C'est le Jazzicala, c'est le festival de jazz organisé par, cette année, je pense, 24 ou 25 centres culturels étrangers, toujours d'après le même principe. Chaque pays invite un groupe important, un groupe émergent de son propre pays. On trouve plusieurs locaux, plusieurs localités pour proposer ce concert, et donc on s'unit dans cette diversité culturelle. Le troisième temps, on en a parlé, c'est toi qui l'as, grâce à toi, on a pu l'introduire, on veut bien le continuer, cette nuit de la littérature, comme Jessica, tous les autres projets d'ailleurs aussi. Donc l'année prochaine, on va essayer de choisir peut-être un autre quartier. On parlera bientôt avec nos partenaires du ministère et de la Maison des écrivains et d'autres sur ce projet-là. Et quatrièmement, nous sommes en train de développer un projet de cinéma, parce qu'on a dit, bon, c'est le quatrième événement qui devrait un tout petit peu rythmer notre année au printemps, donc au février-mars, et puis là, pour la première édition, qui va se dérouler et dans les centres et dans des cinémas, très probablement, aussi peut-être même en banlieue. On a choisi la thématique l'amour en temps de guerre, puisque l'année prochaine, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale, le début de la Première Guerre mondiale. On a voulu s'approcher de la thématique non en appuyant trop sur le côté catastrophique de la chose. C'est pour ça qu'on a pris l'amour en temps de guerre. Ça, c'est ces quatre événements qui sont faits pour rythmer, pour structurer notre année. Et moi qui ai de l'expérience avec un cluster à Amsterdam, je veux dire, la grande différence, c'est à 50, vous travaillez autrement ensemble qu'à 5. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut distinguer. C'est-à-dire, à 50, vous ne pouvez faire que des grands trucs ensemble. Alors, quand j'ai travaillé à Amsterdam avec Monique, bon, alors à un moment donné, il y a ma collègue autrichienne qui m'appelle et dit: tu ne veux pas faire une chose avec des endroits à 3, à 4 sur tel ou tel sujet. Ça, c'est la manière qu'on a travaillé, on a associé d'autres à cela, mais c'était souvent une initiative de 2, 3 personnes qui se connaissaient, qui se réunissaient. Donc ça, c'est un peu différent. Il y avait dans le passé, il y avait par exemple une fois un projet justement des pays de l'Europe de l'Est, du Sud-Est, sur des questions européennes il y a quelques années, mais c'est beaucoup moins souvent et c'est beaucoup plus difficile à délimiter, à faire. Pour terminer mes propos, peut-être 2 ou 3 réflexions sur la situation générale que vous avez, Charles-Étienne, évoqué. Alors, tout d'abord, je dirais, alors, la coopération des centres culturels nationaux est au départ paradoxale, puisque et montre en même temps, d'une façon très positive, le chemin que les États nationaux ont fait vers l'Europe. Parce que bon, de toute façon, les grands dont vous avez parlé, le British, le Goethe, tout ça, dans un premier temps, ces centres culturels, ces institutions ont été fondées dans un esprit d'hégémonie. C'est-à-dire, on voulait montrer qu'une culture est plus raffinée, plus profonde, meilleure qu'une autre. On voulait avoir des parts de marché, comme vous avez évoqué. Donc, et ça a été un très long chemin. Un très long chemin pour reconnaître qu'on est fort quand on s'unit dans cette diversité culturelle et qu'on commence à agir ensemble.
Et peut-être c'est pas du tout, ou peu, le fruit de hasard que ces institutions comme ANIC et FICEP ont été créées au début de ce millénaire. Parce qu'il faut penser aux attentats de septembre 2001, il faut penser au rôle qu'on attribue depuis à ce que vous avez appelé le soft power de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à côté de la diplomatie, de la politique officielle, quelles sont les manières de s'approcher, de se mettre, de travailler ensemble par cela. Donc ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a depuis quelques années ces mouvements où on essaye de trouver ensemble des manières pour travailler ensemble. Donc ça me paraît très important. Mais il y a des tendances, et ça que je trouve très, très difficiles, très néfastes. Il y a des pays, on en profite en ce moment, des pays qui découvrent leur, je dirais, identité nationale, ou qui veulent se donner une identité nationale. Ils sont en train de créer encore des institutions culturelles. C'était des pays comme le tien, après la chute du mur et le rideau de fer, donc cette idée de montrer qu'on est arrivé dans la démocratie à l'Ouest, dans l'Europe, donc beaucoup de pays de l'Est se sont donnés à ce moment-là des centres culturels. Aujourd'hui, c'est des pays comme la Turquie, c'est le Brésil, avec les deux, on est en train de négocier, ils sont en train de réfléchir, de se donner des centres culturels pour faire rayonner leur public. Leur culture, le pays. Il y en a d'autres, bon, déjà, on a parlé de la Chine et d'autres. Voilà, c'est ça. Donc il y a ce mouvement-là, mais en même temps, ça ne vide pas un retrait des pays, les anciennes nations en Europe. C'est-à-dire, quand on regarde de près, et je parle de ces centres et leur présence en Europe, quand on regarde de près, le travail du British Council, le travail de l'Institut français, le travail de Goethe, on ne peut que constater que depuis 20 ans, on est en retrait. Hein? C'est-à-dire, quand on regarde les budgets, vous avez parlé de notre budget, vous avez raison, on n'a pas eu de coupes budgétaires, mais vous savez ce qu'on a? On a toujours le même budget depuis 10 ans. Alors, c'est tout facile, hein? Alors, on nous évite des coupes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous perdez tous les ans 2 à 3%. Hein? Donc, et on arrive à une situation, on vient d'en parler, Michael, tout à l'heure, on arrive à une situation qu'on a ce qu'on appelle, d'après un fameux film, les villages Potemkin. C'est-à-dire, on a des instituts, aussi en province, en France, mais qui n'ont plus de moyens pour faire des projets culturels. Parce que c'est l'infrastructure qui bouffe tout. Parce que bon, alors, quand il y a l'énergie, l'augmentation des frais, quand il y a les salaires, ben, vous ne pouvez rien faire. Bon, on peut à la limite licencier, mais ça, c'est aussi pas très bien, parce qu'on craint les réactions dans la presse. Donc, on a pris cette habitude de réduire le travail de cette façon-là. Donc, on n'a pas de coupe budgétaire pour l'Allemagne, et d'autres pays l'ont eu, beaucoup de coupes budgétaires. Donc, si vous dites qu'ANIC veut faire des choses, vous l'avez évoqué d'ailleurs, et qu'il n'y a pas d'argent. Hein? Donc on est dans une situation paradoxale que d'une part, on est en train d'instrumentaliser la culture de deux côtés. Donc un côté, en tant que soft power, envers des cultures où on a éventuellement des conflits, ou des problèmes de s'approcher autrement. Deuxièmement, il y a, et vous allez voir quand il y aura les nouveaux programmes de la Commission européenne, deuxièmement, il y a une tendance à tout économiser, pas économiser, à tout rendre économique. C'est-à-dire, vous allez voir que quand on va tout mettre sur le design, sur l'architecture, sur la mode, donc sur les creative industries, donc il y a ce mélange entre les arts et la culture, mais les États nationaux européens, et il y a certainement des exceptions, je ne sais pas si nos amis suisses par exemple sont confrontés à cela, mais il y a une différence bien entendu quand on a une ou deux instituts culturels dans le monde et on a une centaine, il y a au fur et à mesure un retrait du financement étatique dans la culture étrangère. Et ça je le vois avec quand même beaucoup de crainte et un tout petit peu je dirais, et je voudrais conclure pour le moment avec cela. Alors là peut-être ANIC est problématique parce que
on donne un rôle à ONIC que ONIC ne peut pas avoir tant que, vous l'avez dit, les institutions européennes ne sont pas prêtes à soutenir financièrement cette structure ou bien des programmes développés de cette structure. Parce que, encore une phrase, deux phrases, parce que, bon, bien entendu, on n'attend pas des fortunes, on n'attend pas des millions. Mais je vais vous donner pour conclure un programme bien concret entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, quand on a fêté les 40 ans du traité d'Élysée en 2003, la France et l'Allemagne ont développé un fonds pour des programmes franco-allemands dans les pays tiers. C'est-à-dire, c'est un fonds auquel on ne peut pas avoir recours ni en Allemagne ni en France, mais dans tous les autres pays. Et ce fonds, qui se lève à 500 000 € à peu près par an, permet de faire dans d'autres pays des programmes franco-allemands, aussi multilatéraux, et les Français et les Allemands peuvent demander de l'argent de ce fonds. Et du coup, c'est devenu un programme qui a beaucoup de succès. Parce que ça a incité, comme les programmes européens, les Allemands et les Français à travailler ensemble. Parce que, malheureusement, on a besoin quand même d'un peu d'incentives, d'incitation pour travailler ensemble. Bon, je me limite à cela, on peut peut-être y revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux réagir tout de suite, Charles-Étienne. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est encore des grands pays comme la France et l'Allemagne qui ont trouvé ce programme-là, et que j'admire et évidemment j'apprécie beaucoup, puisque ça permet de faire quelque chose en fait que ONIC veut aussi faire. Je voudrais aussi rappeler, quand on s'est parlé juste avant ce débat, tu m'avais parlé d'un budget d'environ 80 000 € si je ne me trompe pas, que ONIC Global va consacrer à différents clusters. Et c'est peut-être aussi pour nous, et là maintenant je parle non seulement pour membres de ONIC, mais aussi de membres de FICEP, ça pourrait être aussi, bon, c'est pas une somme énorme, puisque si on voit le nombre de clusters, on en a dit tout à l'heure, il y en a 100, combien il y en a? 89 clusters. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup. Si les 80 000, à la limite, si on divise arithmétiquement, ce qui n'est pas possible, il y aura des critères. Voilà, il y a des critères. Et c'est voilà, justement ces critères-là, ça m'intéresserait si vous pouvez expliquer d'abord d'où vient cet argent-là et quels seront les critères pour qu'on puisse, nous, en profiter concrètement dans différents pays. Oui, mais je vais répondre à ces questions-là, mais je souligne effectivement, je crois que c'est important ce que Joachim a dit sur les paradoxes. Il y a deux paradoxes, effectivement, que les instituts qui ont été créés initialement et qui continuent à se créer dans la nouvelle vague, si je puis dire, pour défendre une culture nationale, décident de transcender ça et de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on a des générations différentes, on est à des stades de maturité différents. Mais bon, c'est un fait, mais qui est une richesse aussi, et il y a effectivement une sorte de pédagogie à l'intérieur de l'ONIC où on peut peut-être montrer que c'est très bien d'avoir des instituts qui se créent dans les nouveaux pays, mais que c'est pour défendre ensemble un certain nombre de valeurs communes. Alors, il y a effectivement, et là c'est un paradoxe là, qui me touche vraiment, c'est quand tu dis, effectivement, on attend que l'ONIC délivre de plus en plus, mais on ne lui en donne pas les moyens. C'est ça qui est effectivement un paradoxe. L'Europe nous dit, allez-y, vous êtes notre bras armé. Alors, on se retourne vers l'Europe, on dit, qu'est-ce que vous nous donnez pour faire ça? Ah non, les États nous coupent les budgets. Parce qu'au Conseil, c'est les États qui votent les budgets. Et c'est les États qui coupent les budgets. Et donc, on est dans cette situation. Et comment est-ce qu'on va sortir de ce paradoxe? Nous sommes en train de réfléchir, là, entre nous, pour dire comment créer l'instrument qui permet d'avoir une...
anglais, une durabilité financière. Plusieurs hypothèses, je crois que je peux évoquer ça ici, hein, ce n'est pas des secrets nucléaires, hein. Ou bien un fonds d'investissement stratégique volontaire alimenté par un certain nombre, ou bien être plus efficace pour rentrer dans les programmes de la Commission européenne, parce qu'il y a quand même de l'argent. Et donc là, on travaille là-dessus pour l'instant. Pas plus tard que la semaine prochaine, je rencontre d'autres collègues de Bruxelles, du Goethe, pour un peu imaginer comment avoir un outil qui puisse être efficace pour que l'argent européen vienne à eux. Voilà. Mais maintenant, je réponds à ta question. Effectivement, comment notre budget de l'IX, ce n'est pas 2,5 milliards, c'est 475 000 € alimentés uniquement par des cotisations des membres pour l'instant, et pas encore par la vente de services ou par les programmes de montagne. Donc, c'est des cotisations. Et sur un budget qui nous permet juste de payer 2 personnes à Bruxelles, de louer des locaux, mais quand même aussi d'organiser des réunions régionales, parce qu'on permet aux gens de se voir, de travailler ensemble, on a conservé un budget qui passera l'année prochaine à 100 000 € dans notre budget 2014 pour soutenir des initiatives de cluster. Mais bien sûr, ça ne va pas être 1 000 € à chaque cluster. Donc, pour que ça ait un sens, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères avec des points de priorité. Et puisque tu étais très précis dans ta question, il faudra notamment, parmi les critères de priorité, que ça rentre dans les priorités géographiques, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire les pays arabes, c'est-à-dire les pays du voisinage européen, du voisinage de l'Union européenne, et donc à part les pays arabes, c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Des priorités dans les méthodes de travail, c'est-à-dire des sessions de formation, ou alors des programmes types que nous mettons à disposition des clusters, et aussi une priorité dans la méthode de travail avec l'Union européenne. On soutiendra d'autant plus les clusters qui parviennent à travailler avec les représentations de l'Union européenne. Parce qu'il y a là aussi de l'argent. Hein. Nous avons des clusters qui ont été très habiles à pouvoir lever de l'argent. Je parle ici à l'extérieur de l'Europe, ça existe aussi à l'intérieur de l'Europe, mais dans les pays arabes, par exemple, certains de nos clusters ont été très convaincants par rapport à la délégation de l'Union européenne pour avoir de l'argent qui existe là. Voilà. Donc, on entre dans la cuisine ici, mais comme la question est précise, je réponds précisément. Merci. Alors, maintenant, on a déjà parlé pas mal. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, s'il vous plaît? On n'a pas un micro au baladeur, donc je vous demande si vous avez des questions, vous devez parler si possible fort. Voilà. La deuxième question est gagnant. Il n'y a pas de question. Ah, si. Est-ce que vous pourriez citer quelques-uns de ces projets européens plus vastes que la culture et auxquels les instituts culturels, les réseaux, le MIC pourraient postuler pour avoir des financements? Des financements déjà existants. Oui, mais en général, c'est une dimension culturelle. Hein. Mais pour donner quelques exemples concrets, actuellement, la Commission européenne a lancé ce qu'il appelle une action préparatoire, une enquête, une vaste enquête, pour savoir quelle pourrait être la politique extérieure culturelle de l'Union européenne. Et ils ont fait un appel en disant qui est-ce qui veut bien se charger de ça? Un certain nombre de membres de NIC ont répondu et se chargent pour l'instant, le Goethe Institut est le pilote de cette action. Et donc là, c'est un contrat de service. Ça, c'est vraiment rendre des services payants à l'Union européenne. Mais peut-être que votre question portait plutôt sur les appels à proposition. Donc il y a un appel qui a été fait récemment sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir le monde culturel dans les pays du sud de la Méditerranée. Alors là, ça rentrait tout à fait dans notre propre priorité et nous avons construit un consortium
qui va se consacrer à la musique. Donc on a dit, on va faire un programme sur le soutien à la création, à la diffusion, à la production musicale dans les 7 pays partenaires de EUNIC. Voilà. Il y a un autre projet, dans votre question, il y avait qui ne sont pas tellement culturels. EUNIC travaille surtout dans les domaines culturels, mais parfois on arrive indirectement. Il y a un autre appel dans le cadre d'Euromed sur l'investissement créateur d'emplois dans les pays du sud de la Méditerranée. Et là, nous nous sommes associés parce qu'il y a également le volet industrie créative. Et donc là, ce sont des agences de soutien à l'investissement qui sont les pilotes, mais qui nous ont demandé à nous, EUNIC, d'être là avec la technicité et l'expertise dans les industries culturelles. Et moi, je ne peux pas faire les programmes à la place de la Commission, mais ce que nous voulons, c'est être prêts pour répondre et rentrer des projets chaque fois que la Commission européenne lancera des appels. Alors, dans le passé, Michael en a cité un, Polyglotti, c'est un projet là qui était de soutien au plurilinguisme et à l'enseignement des langues. EUNIC, par son cluster de Bruxelles, exactement, a remporté, si je puis dire, le marché dans un appel à service là, et a dû organiser un certain nombre de réunions et un site internet qui est toujours actif. Donc si vous tapez Polyglotti sur Google, vous trouvez sur le site qui est relié au site de l'IC. Voilà, bon, il y a un certain nombre d'appels qui viennent principalement pour nous de la Direction Générale Culture et Éducation de la Commission et de ce qu'on appelle la Direction Générale d'EFCO, donc de développement et coopération. Il y en a d'autres, hein, notamment entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale. Donc, nous voulons être en état également de répondre à des projets où la culture est outil de développement. Juste peut-être pour rajouter, EUNIC peut, dans chaque programme européen, dans chaque appel européen, théoriquement, maintenant être candidat, puisqu'il y a quand même un avantage, parce que moi-même, je suis lead par un demandeur dans plusieurs programmes européens, mais il y a un avantage incroyable, c'est son réseau. Parce que bon, du coup, vous savez, dans des programmes, que ce soit Grundtvig, que ce soit en culture, souvent, il faut former des consortiums de 8, 9, 10, 12 pays. Et ça, c'est vraiment, ça, là, on est extrêmement fort, parce que du coup, vous pouvez avoir, sur la base de quelques consultations, vous pouvez avoir une dizaine de partenaires fiables. Parce que c'est ça, d'une part, le principe des programmes européens, d'avoir un grand nombre de partenaires, et au moins 3, mais dans beaucoup de programmes, on prend beaucoup plus que 3, mais d'autre part, pour développer cette coopération européenne au-delà des frontières. Et c'est ça, je pense, Charles-Étienne, j'espère que vous êtes d'accord, c'est ça le grand challenge pour EUNIC, de développer ça à l'avenir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, là aussi, on est confronté à des problèmes entre EUNIC et des intérêts nationaux. Parce que les grands instituts pourraient revenir, comme le British, comme le Goethe, peut-être d'autres, ils ont leur propre cellule, pôle d'employés qui ne s'occupent que de ça. À Bruxelles, par exemple, pour le Goethe, il y a 3 employés qui ne font que ça. C'est-à-dire, ils lisent, ils regardent les programmes européens, ils conseillent les instituts Goethe dans le monde par rapport à ces appels-là. C'est comme ça que moi, en tant que ici Goethe sur Paris, j'ai pu remporter 2 appels avec des partenaires, parce que bon, on a un conseil extrêmement bien. Et là-dessus aussi, il faut réfléchir comment on peut mutualiser, partager, mutualiser ces choses-là. Voilà. Mais c'est justement ce que tu as dit tout à fait au départ. C'est un des projets que tu as amené aussi à l'EUNIC global, c'est-à-dire de travailler pour les clusters et à dénicher, pour ceux qui ne sont pas des grands, pour dénicher aussi quels sont les moyens de financement par les offres et les programmes différents de la Commission. Et je voudrais revenir aussi à ce qu'on a entendu ici, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt de faire la coopération avec la Chine, avec les pays arabes, avec le sud de la Méditerranée, etc. Et je comprends parfaitement, peut-être que pour le public, ça serait intéressant de savoir la réponse
à quoi ça sert EUNIC en Europe? On comprend bien que EUNIC peut être extrêmement utile à parler, à faire circuler la culture européenne dans les pays non européens, mais à quoi sert EUNIC en Europe? C'est vrai que ça c'est la question, mais je pense qu'il y a une réponse. Ce ne sera pas la même chose. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que autant à l'extérieur de l'Europe, il faut montrer. Et si, comme je veux mettre un peu de sel dans cette discussion, je vais peut-être essayer d'exagérer en partie pour animer une discussion suite. Charles-Étienne a dit beaucoup de choses très justes que j'aurais pu aussi dire. Je vais essayer d'en comprendre quelques-unes pour nous remettre d'entrer dans cette discussion. Effectivement, EUNIC fait partie à Paris du FICEP parce qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir EUNIC. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, nous, comme le FICEP, comme tu l'avais bien rappelé, était là avant EUNIC, et comme à Paris, contrairement à toutes les autres villes au monde, le nombre d'institutions et de centres culturels étrangers ne se limite pas du tout à l'Europe, mais il y a beaucoup d'autres institutions représentées. Donc dès le début, c'était un tout petit peu paradoxal parce qu'on a été appelé par EUNIC de fonder un cluster EUNIC sans avoir vraiment cette nécessité. Donc, et on a trouvé une sorte de compromis qu'on ait ensuite, à l'intérieur même du FICEP, créé ce groupe EUNIC. Et si tu te rappelles comment ça s'est passé avec la nuit de la littérature, c'est un bon cas, parce que toi tu es arrivé, comme tu es, si je ne me trompe pas, parmi les inventeurs, non seulement à l'époque du FICEP, mais aussi de cette nuit de la littérature, qui est un projet EUNIC qui se passe donc dans beaucoup de villes en Europe. Donc, d'après un principe assez simple, pendant une longue soirée, il y a une série de lectures, de rencontres avec des auteurs venant de pays différents. Et ce caractère événementiel, festival, permet bien entendu d'attirer un plus grand public. Bon, au début, tu l'avais conçu pour ici également un tout petit peu comme un projet EUNIC. Et puis, au fur et à mesure qu'on a parlé de ce projet, on a dit pourquoi se limiter à l'Europe? On n'a pas de raison de se limiter à l'Europe. C'est-à-dire, si nos amis égyptiens, latines et d'autres mexicains ont envie de participer à un tel projet, donc on n'en a pas besoin. C'est-à-dire les activités strictement EUNIC à Paris se sont limitées à une ou deux activités, dont une série de débats et de films, par exemple, autour de la question des Roms en Europe. Là, c'était un projet bien européen. Mais sinon, on intègre les activités EUNIC dans les activités FICEP et on a réussi également d'avoir cette représentation sur le site d'EUNIC en tant que FICEP. Donc, la situation est assez claire. Il faut aussi rappeler, et ça c'est peut-être une exception, parce que aussi l'exception française fait que le FICEP est soutenu financièrement et par le ministère de la Culture aussi en France, et par la ville de Paris. Ce qui nous permet d'avoir un bureau fixe, donc une structure qui est un tout petit peu semblable à celle que vous avez à Bruxelles, mais qui nous permet aussi une certaine professionnalisation. Je veux juste vous rappeler peut-être les 4 événements phares du FICEP. En grande partie, vous les connaissez, pour ne pas être trop long. Donc, on a cette semaine des cultures étrangères, dans lesquelles se place ce débat, ici. Donc, vous avez vu de brochure, et j'ai encore eu ce matin l'honneur de pouvoir, dans un interview à la télévision Télé 5 Monde, d'annoncer cette activité, aussi nos activités linguistiques, donc à un public plus large que le public français, parce que c'est devenu aussi, c'est pour ça que je parlais du soutien de la France à cette structure, c'est aussi devenu un tout petit peu une sorte d'image, de marque pour la France, pour Paris, qui a cet esprit d'une très grande ouverture internationale, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans toutes les villes. J'étais par exemple avant sur poste à Amsterdam, et là, les administrations locales ont eu beaucoup de mal à reconnaître l'importance du travail des centres culturels. Donc c'est vraiment une exception française, l'exception culturelle française parisienne. Ça fait partie de l'image de la France, de Paris, d'avoir cette énorme ouverture internationale. Et puis il y a un autre aspect qu'on ne peut que soutenir, malgré toutes les activités culturelles à Paris qu'on propose tous les soirs, tous les jours, il y a un public pour tout, c'est-à-dire on trouve un public.
tous ces centres-là qui font de la programmation intelligente trouvent leur public. Mais je voudrais maintenant peut-être, ah oui, pour rappeler les événements, donc on a cette semaine des cultures étrangères qui consiste en deux temps, si vous voulez, c'est-à-dire on a chaque centre qui, autour d'une thématique choisie, fait sa propre programmation, et puis on essaie toujours de choisir une thématique qui soit pas trop limitée, mais qui donne quand même un profil à cette semaine. Cette année-là, c'est Tous en scène, donc c'est le spectacle vivant et la discussion autour de cela qu'on a voulu promouvoir. L'année passée, nous nous sommes concentrés à la question du patrimoine, de l'architecture et du design. Donc c'est toujours un compromis entre une large programmation qu'on veut permettre et un thème qui limite un tout petit peu le champ d'intervention. Et deuxièmement, les événements comme ce soir ici, organisés en commun, on réfléchit avec des gens de la profession, avec un public sur des questions de culture. Voilà, comme on l'a fait d'ailleurs en début de semaine au centre Wallonie, d'ailleurs, où on a parlé de la mobilité des artistes en présence de plusieurs artistes. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, deuxième grand temps, c'est un événement organisé par une association qui, à un moment donné, est sortie du FICEF, mais on s'est rapproché de nouveau, on était toujours proche, mais là on est rapproché. C'est le Jazzy Color, c'est le festival de jazz organisé par, cette année, je pense, 24 ou 25 centres culturels étrangers, toujours d'après le même principe. Chaque pays invite un groupe important, un groupe émergent de son propre pays. On trouve plusieurs locaux, plusieurs localités pour proposer ce concert, et donc on s'unit dans cette diversité culturelle. Le troisième temps, on en a parlé, c'est toi qui l'as, grâce à toi, on a pu l'introduire, on veut bien le continuer, cette nuit de la littérature, comme Jessica, tous les autres projets d'ailleurs aussi. Donc l'année prochaine, on va essayer de choisir peut-être notre quartier, on parlera bientôt avec nos partenaires du ministère et de la Maison des écrivains et d'autres sur ce projet-là. Et quatrièmement, nous sommes en train de développer un projet de cinéma, parce qu'on a dit, bon, c'est le quatrième événement qui devrait un tout petit peu rythmer notre année, au printemps, donc au février-mars, et puis là, pour la première édition, qui va se dérouler et dans les centres et dans des cinémas, très probablement, aussi peut-être même en banlieue. On a choisi la thématique l'amour en temps de guerre, puisque l'année prochaine, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale, le début de la Première Guerre mondiale. On a voulu s'approcher de la thématique non en appuyant trop sur le côté catastrophique de la chose. C'est pour ça qu'on a pris l'amour en temps de guerre. Ça, c'est ces quatre événements qui sont faits pour rythmer, pour structurer notre année. Et moi qui ai de l'expérience avec un cluster à Amsterdam, je veux dire, la grande différence, c'est à 50, vous travaillez autrement ensemble qu'à 5. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut distinguer. C'est-à-dire, à 50, vous ne pouvez faire que des grands trucs ensemble. Alors, quand j'ai travaillé à Amsterdam avec Monique, bon, alors à un moment donné, il y a ma collègue autrichienne qui m'appelle et dit, tu ne veux pas faire une chose avec des endroits à 3, à 4 sur tel ou tel sujet. Ça, c'est la manière qu'on a travaillé, on a associé d'autres à cela, mais c'était souvent une initiative de 2, 3 personnes qui se connaissaient, qui se réunissaient. Donc ça, c'est un peu différent. Il y avait dans le passé, il y avait par exemple une fois un projet justement des pays de l'Europe de l'Est, du Sud-Est, sur des questions européennes il y a quelques années, mais c'est beaucoup moins souvent et c'est beaucoup plus difficile à délimiter à faire. Pour terminer mes propos, peut-être 2 ou 3 réflexions sur la situation générale que vous avez, Charles-Étienne, évoqué. Alors, tout d'abord, je dirais, alors, la coopération des centres culturels nationaux est au départ paradoxale, et montre en même temps, d'une façon très positive, le chemin que les États nationaux ont fait vers l'Europe. Parce que bon, de toute façon, les grands dont vous avez parlé, le British, le Goethe, tout ça, dans un premier temps,
ces centres culturels, ces institutions ont été fondées dans un esprit d'hégémonie. C'est-à-dire on voulait montrer qu'une culture est plus raffinée, plus profonde, meilleure qu'une autre. On voulait avoir des parts de marché, comme vous avez évoqué. Donc, et ça a été un très long chemin. Un très long chemin pour reconnaître qu'on est fort quand on s'unit dans cette diversité culturelle et qu'on commence à agir ensemble. Et peut-être c'est pas du tout ou peu le fruit de hasard que ces institutions comme ANIC et FICEP ont été créées au début de ce millénaire. Parce qu'il faut penser aux attentats de septembre 2001, il faut penser au rôle qu'on attribue depuis à ce que vous avez appelé le soft power de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à côté de la diplomatie, de la politique officielle, quelles sont les manières de s'approcher, de se mettre, de travailler ensemble par cela. Donc ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a depuis quelques années ces mouvements où on essaye de trouver ensemble des manières pour travailler ensemble. Donc ça me paraît très important. Mais il y a des tendances, et ça que je trouve très, très difficiles, très néfastes. Il y a des pays, on en profite en ce moment, des pays qui découvrent leur, je dirais, identité nationale, ou qui veulent se donner une identité nationale, ils sont en train de créer encore des institutions culturelles. C'était des pays comme le tien, après la chute du mur et le rideau de fer, donc cette idée de montrer qu'on est arrivé dans la démocratie à l'ouest, dans l'Europe, dans beaucoup de pays de l'Est se sont donnés à ce moment-là des centres culturels. Aujourd'hui, c'est des pays comme la Turquie, c'est le Brésil, avec les deux, on est en train de négocier, qui sont en train de réfléchir, de se donner des centres culturels pour faire rayonner leur public. Leur culture, le pays. Il y en a d'autres, bon, déjà, on a parlé de la Chine et d'autres. Voilà, c'est ça. Donc il y a ce mouvement-là, mais en même temps, ça n'évite pas un retrait des pays, les anciennes nations en Europe. C'est-à-dire, quand on regarde de près, et je parle de ces centres et leur présence en Europe, quand on regarde de près, le travail du British Council, le travail de l'Institut français, le travail de Goethe, on ne peut que constater que depuis 20 ans, on est en retrait. Hein? C'est-à-dire, quand on regarde les budgets, vous avez parlé de notre budget, vous avez raison, on n'a pas eu de coupes budgétaires, mais vous savez ce qu'on a? On a toujours le même budget depuis 10 ans. Alors, c'est tout facile, hein? Alors, on nous évite des coupes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous perdez tous les ans 2 à 3%. Hein? Donc, et on arrive à une situation, on vient d'en parler, Michael, tout à l'heure, on arrive à une situation qu'on a ce qu'on appelle, d'après un fameux film, Les villages Potemkin. C'est-à-dire, on a des instituts, aussi en province, en France, mais qui n'ont plus de moyens pour faire des projets culturels. Parce que c'est l'infrastructure qui bouffe tout. Parce que bon, alors, quand il y a l'énergie, l'augmentation des frais, quand il y a les salaires, ben, vous ne pouvez rien faire. Bon, on peut à la limite licencier, mais ça, c'est aussi pas très bien, parce qu'on craint les réactions dans la presse. Donc, on a pris cette habitude de réduire le travail de cette façon-là. Donc, on n'a pas de coupe budgétaire pour l'Allemagne, et d'autres pays l'ont eu, beaucoup de coupes budgétaires. Donc, si vous dites qu'ONIC veut faire des choses, vous l'avez évoqué d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'argent. Hein? Donc on est dans une situation paradoxale que d'une part, on est en train d'instrumentaliser la culture de deux côtés. Donc un côté, en tant que soft power, envers des cultures où on a éventuellement des conflits ou des problèmes de s'approcher autrement. Deuxièmement, il y a, et vous allez voir quand il y aura les nouveaux programmes de la Commission européenne, deuxièmement, il y a une tendance à tout économiser, pas économiser, à tout rendre économique. C'est-à-dire, vous allez voir qu'on va tout mettre sur le design, sur l'architecture, sur la mode, donc sur les creative industries. Donc il y a ce mélange entre les arts et la culture, mais les États nationaux européens
il y a certainement des exceptions. Je ne sais pas si nos amis suisses, par exemple, sont confrontés à cela, mais il y a une différence, bien entendu, quand on a une ou deux instituts culturels dans le monde et on a une centaine, il y a au fur et à mesure un retrait du financement étatique dans la culture étrangère. Et ça, je le vois avec quand même beaucoup de crainte et un tout petit peu, je dirais, et je voudrais conclure pour le moment avec cela. Alors là peut-être ONIC est problématique parce qu'on donne un rôle à ONIC que ONIC ne peut pas avoir tant que, vous l'avez dit, les institutions européennes ne sont pas prêtes à soutenir financièrement cette structure ou bien des programmes développés de cette structure. Parce que, encore une phrase, deux phrases, parce que, bon, bien entendu, on n'attend pas des fortunes, on n'attend pas des millions. Mais je vais vous donner pour conclure un programme bien concret entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, quand on a fêté les 40 ans du traité d'Élysée en 2003, la France et l'Allemagne ont développé un fonds pour des programmes franco-allemands dans les pays tiers. C'est-à-dire c'est un fonds auquel on ne peut pas avoir recours ni en Allemagne ni en France, mais dans tous les autres pays. Et ce fonds, qui se lève à 500 000 € à peu près par an, permet de faire dans d'autres pays des programmes franco-allemands, aussi multilatéraux, et les Français et les Allemands peuvent demander de l'argent de ce fonds. Et du coup, c'est devenu un programme qui a beaucoup de succès, parce que ça a incité, comme les programmes européens, les Allemands et les Français à travailler ensemble. Parce que, malheureusement, on a besoin quand même d'un peu d'incentives, d'incitation pour travailler ensemble. Bon, je me limite à cela, un peu peut-être je vais revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux réagir tout de suite, Charles-Étienne. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est encore des grands pays comme la France et l'Allemagne qui ont trouvé ce programme-là, et que j'admire et évidemment j'apprécie beaucoup, puisque ça permet de faire quelque chose en fait que ONIC veut aussi faire. Je voudrais aussi rappeler, quand on s'est parlé juste avant ce débat, tu m'avais parlé d'un budget d'environ 80 000 €, si je ne me trompe pas, que ONIC Global va consacrer à différents clusters. Et c'est peut-être aussi pour nous, et là maintenant je parle non seulement pour membre de ONIC, mais aussi de membre de FICEF, ça pourrait être aussi, bon, c'est pas une somme énorme, puisque si on voit le nombre de clusters, on en a dit tout à l'heure, il y en a 100, combien il y en a de 89 clusters. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup. Si les 80 000, à la limite, si on divise arithmétiquement, ce qui n'est pas possible, il y aura des critères. Voilà, il y a des critères. Et c'est voilà, justement ces critères-là, ça m'intéresserait si vous pouvez expliquer d'abord d'où vient cet argent-là et quels seront les critères pour qu'on puisse, nous, en profiter concrètement dans différents pays. Oui, mais je vais répondre à ces questions-là, mais je souligne effectivement, je crois que c'est important ce que Joachim a dit sur les paradoxes. Il y a deux paradoxes, effectivement, que les instituts qui ont été créés initialement et qui continuent à se créer dans une nouvelle vague, si je peux dire, pour défendre une culture nationale, décident de transcender ça et de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on a des générations différentes, on est à des stades de maturité différents. Mais bon, c'est un fait, mais qui est une richesse aussi, et il y a effectivement une sorte de pédagogie à l'intérieur de l'ONIC où on peut peut-être montrer que c'est très bien d'avoir des instituts qui se créent dans les nouveaux pays, mais que c'est pour défendre ensemble un certain nombre de valeurs communes. Alors, il y a effectivement, et là c'est un paradoxe là qui me touche vraiment, c'est quand tu dis, effectivement, on attend que l'ONIC délivre de plus en plus,
mais on ne leur donne pas les moyens. C'est ça qui est effectivement un paradoxe. L'Europe nous dit, allez-y, vous êtes notre bras armé. Alors, on se retourne vers l'Europe, on dit, qu'est-ce que vous nous donnez pour faire ça? Ah non, les États nous coupent les budgets. Parce qu'au Conseil, c'est les États qui votent les budgets. Et c'est les États qui coupent les budgets. Et donc, on est dans cette situation. Et comment est-ce qu'on va sortir de ce paradoxe? Nous sommes en train de réfléchir, là, entre nous, pour dire comment créer l'instrument qui permet d'avoir une durabilité financière. Plusieurs hypothèses, je crois que je peux évoquer ça ici, hein, ce n'est pas des secrets nucléaires, hein. Ou bien un fonds d'investissement stratégique volontaire alimenté par un certain nombre, ou bien être plus efficace pour rentrer dans les programmes de la Commission européenne, parce qu'il y a quand même de l'argent. Et donc là, on travaille là-dessus pour l'instant. Pas plus tard que la semaine prochaine, je rencontre ton collègue de Bruxelles, du Goethe, pour un peu imaginer comment avoir un outil qui puisse être efficace pour que l'argent européen vienne à l'UNIC. Voilà. Mais maintenant, je réponds à ta question. Effectivement, comment notre budget de l'UNIC, ce n'est pas 2,5 milliards, c'est 475 000 € alimentés uniquement par des cotisations des membres pour l'instant, et pas encore par la vente de services ou par les programmes de montagne. Donc, c'est des cotisations. Et sur un budget qui nous permet juste de payer 2 personnes à Bruxelles, de louer des locaux, mais quand même aussi d'organiser des réunions régionales, parce qu'on permet aux gens de se voir, de travailler ensemble, on a conservé un budget qui passera l'année prochaine à 100 000 € dans notre budget 2014 pour soutenir des initiatives de cluster. Mais bien sûr, ça ne va pas être 1 000 € à chaque cluster. Donc, pour que ça ait un sens, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères avec des points de priorité. Et puisque tu étais très précis dans ta question, il faudra notamment, parmi les critères de priorité, que ça rentre dans les priorités géographiques, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire les pays arabes, c'est-à-dire les pays du voisinage européen, du voisinage de l'Union européenne, et donc à part les pays arabes, c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Des priorités dans les méthodes de travail, c'est-à-dire des sessions de formation ou alors des programmes types que nous mettons à disposition des clusters, et aussi une priorité dans la méthode de travail avec l'Union européenne. On soutiendra d'autant plus les clusters qui parviennent à travailler avec les représentations de l'Union européenne. Parce qu'il y a là aussi de l'argent. Hein. Nous avons des clusters qui ont été très habiles à pouvoir lever de l'argent. Je parle ici à l'extérieur de l'Europe, ça existe aussi à l'intérieur de l'Europe, mais dans les pays arabes, par exemple, certains de nos clusters ont été très convaincants par rapport à la délégation de l'Union européenne pour avoir de l'argent qui existe là. Voilà. Donc, on entre dans la cuisine ici, mais comme la question est précise, je réponds précisément. Merci. Alors, maintenant, on a déjà parlé pas mal. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, s'il vous plaît? On n'a pas un micro baladeur, donc je vous demande si vous avez des questions que vous devez parler, si possible, fort. Voilà. La deuxième question est gagnant. Pas de questions. Ah, si. Est-ce que vous pourriez citer quelques-uns de ces projets européens plus vastes que la culture et auxquels les instituts culturels, les réseaux, le MIC pourraient postuler pour avoir des financements? Des financements déjà existants. Oui, mais en général, c'est une dimension culturelle. Hein. Mais pour donner quelques exemples concrets, actuellement, la Commission européenne a lancé ce qu'il appelle une action préparatoire, une enquête, une vaste enquête, pour savoir quelle pourrait être la politique extérieure culturelle de l'Union européenne. Et ils ont fait un appel en disant qui est-ce qui veut bien se charger de ça? Un certain nombre de membres de l'UNIC ont répondu et se chargent
Et donc là, c'est un contrat de service. Ça, c'est vraiment rendre des services payants à l'Union européenne. Mais peut-être que votre question portait plutôt sur les appels à proposition. Donc il y a un appel qui a été fait récemment sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir le monde culturel dans les pays du sud de la Méditerranée. Alors là, ça rentrait tout à fait dans notre propre priorité et nous avons construit un consortium qui va se consacrer à la musique. Donc on a dit, on va faire un programme sur le soutien à la création, à la diffusion, à la production musicale dans les 7 pays partenaires de l'UNIC. Voilà. Il y a un autre projet, dans votre question, il y avait qui ne sont pas tellement culturels. L'UNIC travaille surtout dans les domaines culturels, mais parfois on arrive indirectement. Il y a un autre appel dans le cadre d'Euromed sur l'investissement créateur d'emplois dans les pays du sud de la Méditerranée. Et là, nous nous sommes associés parce qu'il y a également le volet industrie créative. Et donc là, ce sont des agences de soutien à l'investissement qui sont les pilotes, mais qui nous ont demandé à nous, UNIC, d'être là avec la technicité et l'expertise dans les industries culturelles. Et moi, je ne peux pas faire les programmes à la place de la Commission, mais ce que nous voulons, c'est être prêts pour répondre et rentrer des projets chaque fois que la Commission européenne lancera des appels. Alors, dans le passé, Michael en a cité un, Polyglotti, c'est un projet là qui était de soutien au plurilinguisme et à l'enseignement des langues, UNIC, par son cluster de Bruxelles, exactement, a remporté, si je puis dire, le marché dans cet appel à service là, et a dû organiser un certain nombre de réunions et un site internet qui est toujours actif. Donc si vous tapez Polyglotti sur Google, vous trouvez sur le site qui est relié au site de l'UNIC. Voilà, bon, il y a un certain nombre d'appels qui viennent principalement pour nous de la Direction Générale Culture et Éducation de la Commission et de ce qu'on appelle la Direction Générale d'EFCO, donc le développement et la coopération. Il y en a d'autres, hein, notamment pour l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale. Donc nous voulons être en état également de répondre à des projets où la culture est outil de développement. Juste peut-être pour rajouter, UNIC peut, dans chaque programme européen, dans chaque appel européen, théoriquement, maintenant être candidat, puisqu'il y a quand même un avantage, parce que moi-même, je suis lead par un demandeur dans plusieurs programmes européens, mais il y a un avantage incroyable, c'est son réseau. Parce que bon, du coup, vous savez, dans des programmes, que ce soit Grundtvig, que ce soit Culture, souvent, il faut former des consortiums de 8, 9, 10, 12 pays. Et ça, c'est vraiment, là, on est extrêmement fort, parce que du coup, vous pouvez avoir, sur la base de quelques consultations, vous pouvez avoir une dizaine de partenaires fiables. Parce que c'est ça, d'une part, le principe des programmes européens, d'avoir un grand nombre de partenaires, et au moins 3, mais dans beaucoup de programmes, on trouve beaucoup plus que 3, mais d'autre part, pour développer cette coopération européenne au-delà des frontières. Et c'est ça, je pense, Charles-Étienne, j'espère que vous êtes d'accord, c'est ça le grand challenge pour UNIC, de développer ça à l'avenir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, là aussi, on est confronté à des problèmes entre UNIC et les intérêts nationaux. Parce que les grands instituts pourraient revenir, comme le British, comme le Goethe, peut-être d'autres, ils ont leur propre cellule, pôle d'employés qui ne s'occupent que de ça. À Bruxelles, par exemple, pour le Goethe, il y a 3 employés qui ne font que ça. C'est-à-dire, ils lisent, ils regardent les programmes européens, ils conseillent les instituts Goethe dans le monde par rapport à ces appels-là. C'est comme ça que moi, en tant que Goethe sur Paris, j'ai pu remporter 2 appels avec des partenaires, parce que bon, on a un conseil extrêmement bien. Et là-dessus aussi, il faut réfléchir comment on peut mutualiser, partager, mutualiser ces choses-là. Voilà. Mais c'est justement ce que tu as dit tout à fait au départ. C'est un des projets que tu as amené aussi à
unique global, c'est-à-dire de travailler pour les clusters et à dénicher, pour ceux qui ne sont pas des grands, pour dénicher aussi quels sont les moyens de financement par les offres et les programmes différents de la Commission. Mais je voudrais revenir aussi à ce qu'on a entendu ici, il y a beaucoup d'intérêt de faire la coopération avec la Chine, avec les pays arabes, avec le sud de la Méditerranée, etc. Et je comprends parfaitement, peut-être que pour le public, ça serait intéressant de savoir la réponse que je vais poser d'une manière un peu provocative, c'est-à-dire à quoi ça sert ENIC en Europe. On comprend bien que ENIC peut être extrêmement utile à parler, à faire circuler la culture européenne dans les pays non européens, mais à quoi sert ENIC en Europe? C'est vrai que ça c'est la question, mais je pense qu'il y a une réponse. Ce ne sera pas la même chose. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que autant à l'extérieur de l'Europe, il faut